Je me présente, je m'appelle Anna Miour, je suis enseignante en grande section et directrice de l'école maternelle Camille Claudel qui est juste derrière. Je vais dire un petit mot avant de donner la parole au professeur Carré. Je voulais d'abord vous remercier d'être présent ce soir, présent physiquement et virtuellement pour ceux qui nous suivent en visio. Je tenais également à remercier Sciences Po de nous avoir prêté cette amphi ce soir gracieusement et le pôle Saint-Hélieu de nous intégrer pleinement à ce projet. Donc, la conférence de ce soir s'inscrit dans un projet qui a commencé il y a 10 ans par Saint-Hélier, le Saint-Hélier Day. Le Saint-Hélier Day, c'est quoi? En quelques mots, c'est quelque chose qui a lieu tous les ans et qui donne des rencontres intergénérationnelles entre les soignants, les patients et les élèves de différentes écoles de Rennes. Le but, c'est de sensibiliser les élèves pour leur donner un nouveau regard autour du handicap. Donc, tous les ans, le thème change et cette année, nous avons décidé de travailler autour de la sédentarité. C'est pour cela que le professeur Carré est présent. Il va pouvoir nous éclairer sur ce sujet de société qui touche à notre santé mentale, notre santé physique et notre bien-être au quotidien. Voilà. Je vais juste peut-être lister les écoles qui participent également au projet. Il y a l'école de Janzé, l'école Saint-Joseph, l'école Notre-Dame du Vieux-Cours et Camille Claudel. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour votre accueil. Je disais en arrivant que c'est la première fois que je venais dans ces beaux locaux là qui sont magnifiques. Et je suis ravi d'échanger un petit peu avec vous sur un problème qui, n'ayons pas peur des mots, pour nous médecins, est aussi important que le réchauffement climatique. Vous allez voir pourquoi. Quelques mots pour me présenter. Donc moi, je suis cardiologue et médecin du sport. Ça fait 42 ans que je prescris l'activité physique en même temps que mes médicaments. Sur mes ordonnances, plus maintenant, parce que j'en fais presque plus puisque je suis retraité, je commençais toujours par l'activité physique avant de mettre mes médicaments pour bien montrer ce qui était vraiment important. Pour moi, le pharmacien, comme ça, en parlait à chaque fois, c'était déjà quelque chose d'important. Actuellement, je suis donc le président du collectif pour une France en forme, qui est pas, peut-être que vous connaissez peut-être pas, mais qui est un collectif qui réunit à peu près une vingtaine d'experts, 28 experts au total, qui vont être force de proposition. Alors c'est très varié. Vous avez la femme de Stéphane Diagana, Odile Diagana. Personne ne sait que ça a été une grande championne, mais elle aussi a été une grande championne. Martine Duclos, professeur Martine Duclos, Michel Simès, que vous connaissez tous, Valérie Fournéron, etc. Tous ces gens-là se réunissent pour proposer des choses aux décideurs. Les 30 minutes d'activité physique quotidienne, c'est nous qui les avons proposées à Tony Estanguet, qui a été lui-même les présenter à M. Blanquer. La grande cause nationale, 30 minutes bouge par jour, c'est aussi le collectif. Et ce collectif, donc, il va essayer de faire bouger les choses, hein, parce que c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu dramatique. Alors, je vous ai mis les plus anciens reconnaissent sûrement hein, l'album Abbey Road des Beatles, sauf que là, ils sont en mouvement et que ça, malheureusement, c'était avant. Effectivement, si on regarde un petit peu aujourd'hui où on en est, c'est plutôt ça. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment que je me lève pour aller changer de chaîne? Quand est-ce que je vais pouvoir claquer des doigts et que la télévision va m'obéir? Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie population actuelle dans la plus grande partie des pays du monde, en réalité. Alors que cette personne-là ne se rend pas compte que ce qu'elle fait, c'est très dangereux pour elle. Vous allez le voir pourquoi. Surtout qu'elle y associe la malbouffe associée à une boisson bien sucrée qui, bien évidemment, va lui remonter le moral. Plus vous restez couché, moins vous avez le moral. Alors, bouge, c'était ça l'an dernier, hein, se lever plus pour bouger plus, toutes et tous, chaque jour, partout. Mais ça, c'était les Jeux Olympiques. Depuis, tout le monde s'est rassis. Et on est reparti comme avant. Alors, il y a des petites choses qu'il faut savoir pour comprendre pourquoi est-ce que j'insiste tant sur ce problème. D'abord, la santé, ce n'est pas simplement ne pas avoir de handicap, ne pas avoir de maladie. C'est beaucoup plus large. C'est un complet bien-être physique, mental et social.
Ça, c'est 1946. Hein, l'Organisation mondiale de la santé qui le dit en 1946. Et en fait, quand je raisonne un petit peu là-dessus, je me rends compte que c'est la qualité de vie, la santé. Si j'ai un malade grave qui me dit, vous savez, M. Carré, malgré ma maladie, en fin de compte, ben, j'arrive à faire à peu près ce que je veux, donc je ne me plains pas de ma qualité de vie. Ben, c'est qu'il est en bonne santé. Et puis à l'inverse, je me rappelle que quand je voyais des insuffisants cardiaques qui attendaient leur greffe cardiaque, etc., j'en ai pas un qui m'a dit, Monsieur Carré, s'il vous plaît, faites que je vive 2 mois de plus. Je n'ai eu que des malades qui m'ont dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ma vie soit moins pourrie par ma maladie et par vos médicaments? Et à ces gens-là, j'ai toujours dit, bougez. Bougez. Bougez, ça vous améliorera votre qualité de vie. Bougez, ça vous permettra de faire des choses que vous ne faisiez plus. Peut-être aller remarcher avec votre épouse ou avec votre époux ou avec vos petits-enfants. Tout simplement parce que vous serez remis à la marche. Et ça va vous changer la vie. Et ça, c'est quelque chose dont je suis profondément convaincu. J'en suis certain, tout le prouve. Tout ce que je vais vous dire, c'est formellement prouvé. Personne d'intellectuellement honnête peut nier les images que je vais vous montrer et les chiffres que je vais vous donner. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment prouvées. Et moi, mon rôle, c'est de vous prévenir, de vous alerter, de vous informer. Ce n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Moi, mon rôle, ce n'est pas ça. Mon rôle, c'est simplement de dire attention, danger. Alors aujourd'hui, vous tapez sur Internet comme je l'ai fait en 2024, prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sort? Une croix avec des médicaments, des ambulances, des médicaments, des infirmières, des piqûres, voilà. En fait, Internet ne sait pas que la prévention existe parce que personne n'en parle. Les gens qui croient que le médecin et que la médecine est là pour prendre soin de leur santé, ils ont tout faux. Moi, je suis un garagiste. Je reçois des gens qui ont une santé altérée. Je ne reçois pas des gens en bonne santé. Ma voiture, j'en prends soin. Plus j'en prends soin, moins j'irai chez le garagiste. Eh bien, mon corps, j'en prends soin. Plus j'en prends soin, moins j'irai chez le médecin. Eh bien, pas pour Internet. Et pas pour la majeure partie des Français qui sont persuadés que leur santé ne dépend pas d'eux, mais du médecin. Et tant que ce message ne passera pas, nous n'en sortirons pas. Que ma santé dépend de moi. Ma santé, ça dépend de 5 facteurs de risque essentiels. Ne pas fumer, il n'y a pas une cigarette de bonne. Pour nous, cardiologues, le discours est simple, il n'y en a pas une seule qui est bonne. Donc, le problème, il est réglé. Vous avez la consommation trop importante d'alcool, la malbouffe, que ce soit en quantité ou en qualité, le petit nouveau, les troubles du sommeil, et puis surtout l'inactivité physique, la sédentarité, dont je vais surtout vous parler. Alors pourquoi est-ce que je vous en parlais, indépendamment que je suis un passionné de sport? Je vais d'ailleurs pas du tout vous parler de sport, vous allez voir, ceux qui sont venus pour entendre parler de sport, ils vont être très déçus ce soir. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces facteurs de risque, et l'inactivité et la sédentarité en particulier, ça baisse votre espérance de vie en bonne santé. Au fait, est-ce que quelqu'un sait quelle est l'espérance de vie en bonne santé en France? Vous le savez, on entend parler chaque fois qu'on entend parler des retraites. 64 ans, ça c'est vrai. Mais ce que les médias ne vous disent pas, vous savez l'espérance de vie en bonne santé en Suède? 74 ans. 10 ans de plus. C'est marrant parce que la Suède, comme le Danemark, comme la Finlande, comme la Norvège, au niveau de la transition énergétique, ils en sont où on espérait être en 2035. Il y en a qui comprennent tout, il y en a qui ne comprennent rien. C'est assez simple en réalité. Donc en fait, quand vous faites de l'activité physique, quand vous regardez les articles, il est marqué, les gens qui font de l'activité physique mangent mieux et dorment mieux. Mais aucun article m'a montré que quand je mange mieux, je bouge plus. Aucun. C'est pour ça que je pense que l'activité physique et la sédentarité sont très importants. Alors, qu'est-ce que c'est que la sédentarité? Qu'est-ce que c'est que l'inactivité physique? La sédentarité, c'est quand vous restez, c'est votre temps journalier moyen que vous passez en position assise ou couchée, bien sûr, en dehors du sommeil, puisque ça fait partie
de la physiologie de dormir. C'est indispensable. Et ce temps journalier, surtout, c'est que on est beaucoup trop assis, mais on reste assis trop longtemps de suite. En fait, c'est mauvais de rester pour notre santé assis pendant plus de 90 minutes sans se lever. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'il faut diminuer notre temps assis, puisqu'on est tous trop assis, et surtout essayer de ne pas dépasser 90 minutes sans interruption. En France, actuellement, en moyenne, le salarié est assis 12 heures par jour. Les jours où il n'est pas assis, les jours où il ne travaille pas, il est assis 10 heures par jour. Ça me fait penser à mes étudiants qui me disaient toujours « Oui, mais M. Carré, c'est bien beau ce que vous dites, mais si on est assis, c'est à cause de vous, c'est à cause de vos cours. » Et je leur disais « Regardez-moi dans les yeux, sincèrement, et dites-moi, sans trembler, que dès que vous allez sortir du cours, vous allez aller faire du sport. Ou même rentrer à pied, ou même prendre votre vélo pour y aller. Dites-le moi. » Ils ne me le disaient pas parce que ce n'était pas vrai. Vous savez, c'est toujours le même problème, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu un patient qui a fait un infarctus, qui m'a dit, vous savez, docteur, si j'en ai 3, j'ai fumé 3 paquets par jour, j'ai bouffé n'importe quoi, je l'ai bien mérité. Tous m'ont dit, ah, je suis hypertendu. Bon, vous ne m'étonnez pas, ma mère, elle est hypertendue, et sa mère, elle était hypertendue aussi. Et même chose, j'ai fait un infarctus. Ah oui, ça je le dois à mon père. Merci papa. C'est toujours pareil. En fin de compte, non. Regardez, c'est assez fou. Je parlais toujours à mes patients, ou même à d'autres personnes maintenant, je dis, tu pars en vacances, super, tu vas pouvoir bouger, tu vas randonner, tu vas te balader. Ah non, je vais me reposer en vacances. Écoutez, l'année prochaine, en septembre, pas l'année prochaine, cette année, quand ça va rentrer, vous penserez à moi. Il va y avoir sur les médias, la radio, c'est la rentrée, on va reprendre le sport. Sous-entendu qu'on a arrêté pendant les vacances. Voilà notre société actuelle, en fin de compte. L'inactivité physique, c'est quand vous ne respectez pas les recommandations. Alors, hebdomadaire, si vous prenez les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, journalière, si vous prenez les recommandations européennes qui sont les mêmes que l'OMS. Ça nous a semblé plutôt plus facile de dire à des gens qu'il faut faire 30 minutes par jour d'activité physique que 150 minutes dans la semaine. 150 minutes dans la semaine en veillant à ne pas laisser 2 jours sans faire d'activité physique. Je me vois bien dire, j'en suis à combien de temps déjà là, depuis le début de la semaine? Bon, allez, j'ai dû les faire, les 150 minutes. Non, c'est 30 minutes par jour pour un adulte de moins de 65 ans qui fera du cardio, c'est-à-dire qu'il est essoufflé, et du renforcement musculaire qui montera les escaliers. Je vais revenir sur les escaliers. Et puis après 65 ans, je fais la même chose, plus un petit peu d'équilibre. Plus je vieillis, plus je dois bouger. Parce que malheureusement, quand je vieillis, je perds du muscle, ça s'appelle la sarcopénie, et je n'ai qu'un moyen de le perdre moins, de limiter la perte, c'est de bouger. Et on peut bouger à tout âge. Alors déjà, premier message, ne dites plus à votre grand-père ou à votre grand-mère, n'en fais pas trop à ton âge. Moi, dans ma famille, mes petits-enfants et mes enfants sont prévenus. Le premier qui me dit à ton âge, je crois que je ne lui parle plus. Laissez vivre les personnes âgées. Chaque pas qu'ils font en plus dans la journée, c'est bon pour leur santé. J'en suis certain. Est-ce que vous connaissez l'espérance de vie du monsieur ou de la dame qui, parce qu'elle arrive trop souvent en retard pour manger sa soupe à l'EHPAD, parce qu'elle marche en déambulateur, cette personne, quelle est son espérance de vie quand on la met dans un fauteuil, selon vous? Quelqu'un a une idée? 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 15 ans? 6 mois. 3 mois dans le fauteuil, 3 mois au lit et elle meurt. Voilà. C'est les chiffres moyens qui sont donnés dans les EHPAD. Ça vous montre l'importance de la marche. Ça vous montre qu'il faut tout faire pour qu'on fasse marcher nos anciens parce que c'est vital pour eux, il faut qu'ils bougent. Donc, je réinsiste là-dessus. Et les enfants, c'est au moins 60 minutes d'activité physique, pas de sport. Je répète toujours aux parents, attention, je ne vous dis pas qu'il faut que vous emmeniez votre fils ou votre fille au sport tous les jours. Je vous dis simplement qu'il faut qu'il marche 1 heure par jour. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un enfant de 7 ans en France passe 50% de son temps journalier assis. Et un enfant de 15 ans, 75% de sa journée assis. Alors l'école, ils sont très assis, mais en dehors de l'école, ils sont aussi assis. Rendez-vous compte, il y a eu un article
en 2016, que j'ai repris, vous allez comprendre pourquoi, dont le titre était « Au Royaume-Uni », enfin non, oui, au Royaume-Uni, les enfants passent moins de temps dehors par semaine que les prisonniers. Les prisonniers, c'est 30 minutes par jour de balade dehors. En France, actuellement, c'est 15 à 20 minutes par jour en moyenne pour nos enfants dehors. Ça, qu'est-ce que ça entraîne? L'explosion du nombre d'opticiens. Regardez le nombre d'opticiens. La myopie. La myopie, si vous ne vous exposez pas à la lumière naturelle, dans votre développement, vous allez avoir plus de myopie. Et nous avons des centaines de milliers d'enfants qui vont être myopes. En Chine, c'est une explosion de la myopie. On le sait, on le dit, rien ne change. Rien ne change, c'est comme ça. C'est 30 minutes ou c'est 60 minutes, c'est fractionné. Je peux faire 3 fois 10 minutes, je peux faire 6 fois 5 minutes. Voilà mon modeste exemple, si je peux dire que c'est un exemple. Ça fait 20 ans, enfin ça faisait, puis je ne vais plus à l'hôpital tous les jours, que je me gare à 1 kilomètre de mon hôpital, je marche 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 10 minutes après déjeuner le midi, j'ai fait mes 30 minutes. Est-ce que c'est impossible à faire? 30 minutes, c'est 2% de ma journée éveillée. Est-ce que vous savez qu'en moyenne, en France, le Français adulte scrolle 7% du temps de sa journée? 7%. Je peux passer mon temps à faire défiler sur mon téléphone des choses pas toujours très intéressantes. Pendant 7% de ma journée, par contre, je n'ai pas 2% de ma journée pour m'occuper de ma santé. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, c'est assez terrible. Vous êtes malade, c'est pareil. On a changé de paradigme. Enfin, les médecins auraient dû changer de paradigme, mais il y en a beaucoup qui n'ont toujours pas chanté. Ils pensent toujours que vous êtes malade, reposez-vous. Ça, c'est fini. Ils se reposent tout le temps. Puisqu'avant, ils bougeaient, les malades. Mais aujourd'hui, ils ne bougent plus. Même quand ils ne sont pas malades. Alors, si je leur dis en plus, vous êtes malade, n'en faites pas trop, alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, vous êtes malade, bougez, ça change. Alors, c'est ce que je résume. Les médicaments qui sont indispensables donnent des années à la vie. L'activité physique, ça donne de la vie aux années. Donc, le bon combo, c'est activité physique et médicaments. Médecine curative, médecine préventive. Mais c'est indispensable. Parlez-en à votre médecin. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une maladie chronique, il doit en parler à son médecin parce que si son médecin ne lui prescrit pas de l'activité physique, il n'a pas le traitement optimal. Ça a été dit par l'expertise INSERM de 2019 à laquelle j'ai participé. Ne pas prescrire de l'activité physique à un malade chronique, c'est une perte de chance pour le malade. C'est clair. Donc, tous les médecins devraient prescrire. Eh bien, 30% des médecins le font. Alors, des charges, on ne leur a jamais appris. Tout ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai jamais appris dans mes cours de médecine. Jamais. J'ai tout appris en dehors, en allant regarder dans d'autres pays comment ça se passait. Donc, je mets ça à la décharge de mes collègues. La capacité physique, c'est quelque chose d'essentiel. Votre capacité physique, c'est votre capital santé. Vous voyez, on a classé des gens. Alors, la capacité physique, c'est l'effort musculaire que vous pouvez maintenir pendant 5 minutes maximal. C'est très simple. C'est le nombre d'escaliers que vous montez en 5 minutes, le nombre d'étages. Plus vous en montez, meilleure est votre capacité physique. Ça m'est complètement égal que vous ayez fait un infarctus, un cancer de la prostate, un cancer du sein, complètement. Si vous montez beaucoup d'escaliers, vous êtes en bonne santé. C'est simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire d'IRM, de dosage très compliqué. Hein. Donc, on va classer ici les gens en capacité physique faible, on va dire 2 étages, 2-3 étages, moyenne, 4-5 étages, élevé, 6-7 étages. Et il y a les barres noires, ce sont les messieurs, les barres blanches, ce sont les dames. Et on va voir chaque année combien il y a de personnes qui meurent d'une maladie chronique dans chaque groupe. Par exemple, ici, barre noire pour capacité physique faible des messieurs, vous voyez qu'il y a le chiffre 60. Il y a 60 morts d'une maladie chronique. On élimine bien sûr les suicides et les accidents de voiture. Et quand je regarde capacité physique moyenne, j'ai 30. Donc, je me rends compte que ça vaut le coup d'avoir une capacité physique moyenne. Je vais vivre beaucoup plus longtemps que la personne qui a une capacité physique faible. Là, je ne vous ai pas dit s'ils étaient jeunes ou vieux, malades ou pas malades. Ça m'est complètement égal. Si je prends des gens qui ont des cancers du côlon, ceux qui vivront le plus longtemps sont ceux qui montent le plus d'étages. Après un infarctus, ceux qui vivent le plus longtemps, ce sont ceux qui montent le plus d'étages. C'est simple. À traitement égal. Ils ont le même traitement.
ceux qui montent le plus de marches. Et le seul problème qu'il y a de tout ça, c'est que pour gagner une marche, il faut que vous bougiez. Aucun médicament ne vous fera gagner une marche si vous n'avez pas envie de la monter. Par contre, le médicament va vous permettre de diminuer votre essoufflement, votre douleur au genou, etc. pour bouger. Mais si vous ne bougez pas, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que l'activité physique, c'est vital. C'est pas plus compliqué que ça. Et heureusement, j'ai rencontré, si je dis je l'ai rencontré parce que je l'ai vu 2 fois, quelqu'un de formidable que vous reconnaîtrez tous, c'est Aurélie Aubert. Aurélie Aubert, notre championne paralympique de la boccia. Pourquoi j'ai eu de la chance de la rencontrer? Parce qu'un jour, dans l'équipe magazine, elle est interviewée. Le titre de son article, c'est « Sans la boccia, je regarderai la télé toute la journée ». Elle donne une leçon exceptionnelle, cette jeune femme. La boccia, c'est ridicule comme activité physique. Et pour elle, c'est la seule qu'elle peut faire. Eh bien, ça lui a changé sa vie. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir 2 jambes et 2 bras, plutôt que se plaindre de leur sort parce qu'ils sont fatigués, parce que ceci, parce que cela, qui bougent. Qui bougent. Et je peux vous assurer qu'ils iront mieux. Voilà un exemple formidable. Hein. Je le retiens et je la retiendrai, je pense, longtemps. En plus, c'est fabuleux de parler avec elle. Alors, comment ça marche tout ça? Tout d'abord, pourquoi c'est dangereux, l'inactivité physique, la sédentarité? Est-ce que ça l'est vraiment? Alors, je vais vous montrer 2 études très courtes. Là, c'est une étude où on prend des sujets qui font 10 000 pas par jour. On va leur demander pendant 14 jours de faire 1500 pas en mangeant la même chose. 14 jours, 2 semaines. Et puis, on va leur faire des tas d'examens, peu importe. On va regarder le scanner. En haut, vous avez le nombril. Ici, les muscles paravertébraux, ceux qui sont là. Et puis, surtout, la flèche noire, qui vous montre quoi? La graisse à l'intérieur du ventre. Normalement, dans le ventre, il n'y a pas de graisse. On appelle ça de la graisse ectopique. Une graisse qui n'a rien à faire là, en d'autres termes. Ça, c'est le monsieur qui fait 10 000 pas. Et je lui refais un scanner après 14 jours. Et voilà la graisse qu'il a en 14 jours. Il mange la même chose, il est passé de 10 000 pas à 1500 pas. Donc, je vous prouve formellement que si vous êtes actif et que vous devenez inactif, en 14 jours, vous accumulez une graisse qui est très mauvaise pour votre santé dans votre ventre. 14 jours. Alors, vous allez pouvoir repasser de ça à ça. Si vous avez 20 ans, ça va vous prendre au moins 3 semaines ou 1 mois. Et si vous en avez 60, voire plus comme moi, ça va vous prendre 2 mois. Donc, rien n'est perdu. Mais enfin, si on peut faire en sorte de ne pas avoir à perdre, c'est mieux. Maintenant, je reste assis. Ici, c'est de 0 heure de télévision par jour jusqu'à plus de 6 heures en moyenne, bien sûr, pas une journée. Hein. C'est bien sûr tous les jours de 0 heure ou 6 heures. Et là, on va classer les gens. On va voir dans chaque groupe combien il y a de décès par cancer. Pas toutes les mortalités, comme tout à l'heure, que les cancers. Donc, c'est assez simple. La flèche verte, je passe de 0 heure à 3 heures par jour. Et j'ai 40 décès par cancer par an. Dans chacun de ces groupes. C'est à peu près stable, vous voyez. En fin de compte, regardez 3 heures la télé ou pas du tout, ça ne change pas grand-chose. Par contre, après 3 heures, ça augmente. Et au-delà de 6 heures, j'ai 80 décès par cancer. Alors, si je vous dis les choses d'une autre façon, quand vous restez assis tous les jours 6 heures devant votre télé, vous avez 2 fois plus de risque d'avoir un cancer que si vous y restez 3 heures par jour. Ça a beaucoup marqué les cancérologues, cette étude-là. Parce qu'ils se sont dit, ah, effectivement, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce que l'on peut faire de plus. Donc, je vous montre les risques de l'inactivité physique, je vous montre les risques de la sédentarité. En moyenne, quand vous ne bougez pas assez, quand vous restez trop assis, vous augmentez de 30% le risque de développer 35 maladies chroniques qui vont de la maladie d'Alzheimer en passant par plusieurs cancers, tous les cancers du sang, etc., leucémie et tout, on n'a pas encore de preuves formelles, l'infarctus du myocarde, le diabète de type 2, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, tout ça, vous augmentez votre risque de l'avoir. Alors donc, à quoi ça sert de bouger? Pour sa santé, c'est mieux. Vous avez, je me bouge pas. Donc sur le mental, je me bouge, je suis de bonne humeur, j'ai confiance en moi. Sur le plan physique, je suis autonome. Si je suis malade, je récupère rapidement. Et puis sur le plan social, je rencontre des gens. En fin de compte, j'ai une super qualité de vie, donc je suis en bonne santé. Et puis là, je ne bouge pas. Je suis plus anxieux, plus stress. Toutes les études montrent que dans les sociétés, les gens qui font des burn-out sont ceux qui font le moins d'activité physique. L'activité physique régulière, associée à une alimentation équilibrée, diminue de façon majeure le risque de burn-out.
Sur le plan physique, vous êtes fatigué, essoufflé, ce qui fait que vous n'allez pas avoir grand monde pour vous suivre, enfin, qui vont vous accompagner, puisque vous n'arrivez pas à les suivre. Si vous êtes malade, vous avez des complications, puis vous êtes tout seul. Le seul point positif de cette diapositive particulièrement déprimante, c'est que je peux toujours passer de je ne me bouge pas à je me bouge, même à 90 ans. Même l'enfant tout petit. Nous donnons des recommandations pour la quantité d'activité physique des enfants de 3 ans. Je vous jure que c'est vrai. C'est au moins 3 heures par jour. Le tapis de motricité, là, plus personne s'en sert. Le gamin, il est dans le couffin toute la journée, la tête comme ça. Et c'est pour ça que nous avons une explosion de ce qu'on appelle la plagiocéphalie, le crâne plat. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça n'est pas que dû à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que les enfants passent plus de temps assis, il y en a allongés dans leur couffin, il y en a quand même beaucoup plus. Je ne passe pas le temps de vous dire que vous avez les pathologies du spectre autistique observées chez les enfants de 2 ans devant les écrans. C'est simple. Avant 3 ans, c'est 0 écran. Et même si vous prenez la commission des écrans, c'est avant 6 ans. Un enfant qui regarde le dessin animé avant d'aller à l'école, un enfant sur 3 aura des troubles du langage. Un enfant sur 3, un tiers de ces enfants aura des troubles du langage. Alors, c'est toujours réversible, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Donc, vous avez vu tout à l'heure l'accumulation de cette graisse abdominale. Cette graisse abdominale, c'est celle qui me force à changer de taille de pantalon ou de ceinture ou de jupe. Hein, j'ai même plus besoin de balance. Moi, j'ai pas besoin de balance. Ma balance, elle est là. Donc, voyez les cellules graisseuses en jaune. Qu'est-ce qu'elles se passent? Elles gonflent. Et c'est pour ça que je suis serré dans mon pantalon ou dans ma jupe. C'est pas parce que j'en ai plus, c'est parce qu'elles gonflent. Elles se gonflent et elles vont libérer des molécules que vous voyez rouges qui vont aller dans tout l'organisme. Mais il y en a d'autres qui vont agir sur l'organe qu'elles entourent. C'est fabuleux. Nous, en cardiologie, on a trouvé un traitement des troubles rythmiques, c'est-à-dire des arythmies de l'oreillette. Chez les patients en surpoids, le meilleur traitement, c'est de maigrir. Et ils n'ont plus de troubles de rythme. Parce que la graisse qu'il y a autour du cœur envoie ces molécules dans l'oreillette. Ça augmente l'inflammation de l'oreillette et ça provoque le trouble du rythme. Donc tout ça, vous aboutissez à une augmentation de l'inflammation du stress oxydant, à une diminution des défenses immunitaires, et ça favorise 35 maladies chroniques. Toutes ces maladies chroniques se développent sur cette inflammation. Les gens en surpoids ou obèses ont plus de ces maladies et ont plus de cancers. Pourquoi? Parce que leurs cellules qui les défendent contre les cancers dysfonctionnent à cause de leur mode de vie, tout simplement. Maintenant, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui se passe quand on bouge? Alors, quand on bouge, je vais vous parler de quelque chose, vous avez sûrement peut-être entendu parler, je pense, l'épigénétique. L'épigénétique, ça, c'est la vraie révolution de la médecine. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, la révolution de la médecine. L'intelligence artificielle, c'est la révolution pour les médecins qui vont avoir moins de boulot à faire parce que l'intelligence va en faire beaucoup pour eux. Mais ce n'est pas une révolution. La vraie révolution, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'effet de l'environnement sur les gènes. C'est-à-dire qu'en fait, je vous répète bêtement ce que j'ai appris, parce que je ne suis pas généticien, et ce que j'ai compris surtout, c'est que, en fait, pendant très longtemps, nous croyions que j'avais les gènes de mon papa, les gènes de ma maman, et qu'ils allaient s'exprimer, quoi qu'il arrive. Pas du tout. Ça dépend comment je vis. Si je fume ou je ne fume pas. Si je prends un exemple extrême, qui n'est pas tout à fait juste, mais c'est pour que vous compreniez bien, j'ai le gène du cancer du poumon. Mon papa me l'a donné. Je ne fume pas, je n'ai pas le cancer du poumon. Je fume, j'ai le cancer du poumon. Donc je l'ai, le gène. Il ne s'exprime que si je fume. C'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est la reine des abeilles. Pourquoi une abeille devient reine? Parce qu'on lui donne à manger de la gelée royale. Et c'est pour ça qu'elle a tous ces phénomènes, qu'elle est plus grosse, qu'elle est féconde, etc. Mais elle a les mêmes gènes que ses collègues. Des fois pour moitié, parce qu'on sait que la reine des abeilles n'est pas fécondée, pas toujours par le même mâle, mais peu importe, mais elle a au minimum le moitié. Eh bien, si je ne mange pas de gelée royale, je ne serai jamais reine des abeilles. C'est ça l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est ça notre problème de l'obésité et du surpoids. Parce que monsieur Homo sapiens, pour survivre, il a privilégié 2 parties de gènes. Les gènes qui stockent les graisses, parce qu'il ne mangeait pas tous les jours, et les gènes qui lui permettaient d'être le plus endurant. Parce que je vous rappelle que le chasseur-cueilleur, il chassait à court, mais pas à cheval. Il
courait derrière. Et il arrivait à épuiser les animaux en courant derrière. Je ne suis pas sûr que parmi nous, ce soir, il y en a beaucoup qui épuisent une gazelle en courant derrière. En tout cas, moi, non. Ça, c'est sûr. Eh bien, vous les avez, ces gènes, parce que malheureusement, enfin, ou heureusement, d'un côté malheureusement, de l'autre côté heureusement, malheureusement, Monsieur Sapiens et Madame Sapiens vous ont légué leurs gènes. Si je fais votre génome, il est exactement le même, pratiquement, que ceux de vos ancêtres Homo sapiens. Il y a très, très peu de différence en réalité. Eh bien, nous n'arrêtons pas de stimuler nos gènes pour stocker les graisses, puisqu'on bouffe tout le temps et mal. Et nous stimulons l'épigénétique, les gènes qui stockent les graisses. Et c'est l'explosion de l'obésité. Par contre, nous ne bougeons plus. Donc, nous n'utilisons plus les gènes de l'endurance. Et pourtant, on les a. Regardez, on a mis quelqu'un sur un vélo, on lui bloque la pédale droite, il va pédaler que de la jambe gauche. Donc là, vous avez tous compris que le stimulus, c'est de contracter les muscles pour pédaler. Quand je prends dans la jambe qui n'a pas pédalé, à gauche, je regarde, vous voyez les petits points que vous voyez, ce sont des protéines. Une protéine n'existe que si un gène est stimulé. Et chaque gène va déclencher la construction d'une protéine donnée. Donc, il y a à peu près 6 gènes qui ont été stimulés. Et là, c'est la jambe qui a pédalé. Donc, c'est le même sujet. La différence, c'est qu'il y a une jambe qui a été stimulée par l'activité physique et l'autre non. Et regardez toutes les protéines qu'il y a là. 212 connues actuellement. Et ces protéines, elles baissent l'inflammation, elles baissent le stress oxydant, elles augmentent l'immunité. Tout l'inverse. Donc, malheureusement, nous avons gardé les gènes qui stockent les graisses. Heureusement, on a les gènes de l'endurance, mais on ne s'en sert plus. On s'en sert plus. Et voilà, vous avez maintenant la réponse. Pourquoi, quand je fais de l'activité physique, j'ai 35 maladies chroniques qui diminuent, en particulier la ménopause chez la femme, l'ostéoporose chez la femme ménopausée. On va reparler du cerveau, le cœur, le cancer du côlon, le microbiote intestinal, enfin tout ça. Ça, c'est lié à ces molécules que vous avez. Le problème de ces molécules, c'est qu'elles ne fonctionnent que pendant 36 heures. C'est pour ça qu'il faut bouger au minimum tous les 2 jours, mais l'idéal, c'est tous les jours. Ce que vous avez fait dans cette journée, 48 heures après, il n'y a plus de molécules. Donc, il faut tous les jours bouger pour entretenir. En d'autres termes, si vous faites 5 heures de sport le dimanche et que vous me demandez si c'est pareil que d'en faire tous les jours, c'est comme si vous me demandez est-ce que pour mes dents, c'est pareil si je me lave les dents 7 fois le dimanche ou si je me les lave tous les jours. C'est exactement pareil. Ça marche de la même façon. Nous sommes génétiquement programmés pour bouger, nous n'avons pas de solution. C'est ça le problème, c'est qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que nous n'avons pas d'autre solution. On ne peut pas rester toute sa vie en bonne santé si on ne bouge pas. Encore plus fort, un article récent, 2024, voilà, 2022-2024, donc là, peu importe, c'est la même chose, le gars, il bouge, et puis, vous voyez, ça va jouer sur tout. Hein, même sur les articulations, sur l'arthrose, ça change le liquide articulaire de l'articulation quand je bouge. J'ai moins mal au genou. Hein. Et puis, là, on a regardé au niveau du cerveau. Et ce qui est fabuleux, c'est que le monsieur, là, il va d'abord courir sur le tapis roulant. Donc, de l'endurance. Il va stimuler et avoir quelques molécules libérées par le muscle qui vont aller dans un endroit du cerveau. Le lendemain, il va faire de la musculation. Ben, c'est d'autres molécules qui sont libérées par la musculation. Ce n'est pas les mêmes. C'est pour ça que nous, on s'était rendu compte en cardiologie qu'il fallait faire endurance et musculation, c'était le mieux pour nos malades, mais on ne comprenait pas pourquoi. Ben voilà la réponse. C'est assez fabuleux. Selon l'exercice que vous faites, vous allez libérer telle ou telle molécule. Et si vous faites les deux, vous aurez tout. Et au total, au niveau du cerveau, ben c'est fabuleux. Vous avez un volume cérébral qui augmente, plus de neurones, vous avez même une réparation de certains neurones. Il y a des molécules qui réparent certains neurones. Vous allez avoir plus de synapses entre les neurones, plus de vaisseaux dans le cerveau, et surtout, tout ça, ça va circuler plus vite au niveau du cerveau. Donc, ceux qui croient encore, après ce que je viens de vous dire, que les sportifs sont des débiles, ils ne m'ont pas écouté. C'est faux. Le volume de cerveau des sportifs est plus gros que le volume des inactifs. Et si vous arrêtez de faire du sport, le volume va diminuer. Ça aussi, ça a été fait chez des femmes pour la prévention d'Alzheimer. C'est pour ça que j'adore les neurologues qui viennent me voir et me disent « François, on a compris, l'activité physique, c'est la nourriture du cerveau. » Pourquoi j'adore? Parce que les neurologues, c'est les intellectuels de la médecine.
Moi, je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent. C'est très compliqué, la neurologie. Vous savez, je peux vous assurer. Le cerveau, ils ne comprennent pas tout, et moi non plus d'ailleurs. Mais le cœur, c'est facile. C'est de la plomberie et de l'électricité. Le cerveau, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Eh bien, pour que ce soit eux qui viennent nous dire, alors comme je suis un garçon un peu taquin, je leur dis toujours, tu sais, nous, en cardio, on le sait depuis 1953 que c'est bon pour le cœur de bouger. Donc, on était très en avance sur vous. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire, résultat du progrès, on a des tout petits ordinateurs et on est tous gros. Avant, on avait des gros ordinateurs, mais on était minces. Mais ce n'était pas le progrès. Maintenant, le progrès, le voilà. Et pourquoi vous avez ça, malgré tout ce que je viens de vous dire? Parce qu'on ne nous croit pas. En 2018, on a demandé aux Européens, est-ce que c'est dangereux de rester assis ou allongé pour la santé? Et 72% des Européens ont répondu, non, ce n'est pas dangereux. Les seuls qui ont répondu oui, c'était les Finlandais et les Suédois, qui ont été les deux pays Europe du Nord qui ont. Mais ils n'ont pas répondu oui à 80%, ils ont répondu oui à 56 à 58%. Hein. Mais les autres, non. Aucun risque, pose aucun problème. De toute façon, ce n'est pas de ma faute. Hein. C'est comme ça. Donc en fait, on se retrouve dans cette situation alors qu'en fait, c'est la 4e cause de mortalité mondiale, la première cause de mortalité évitable, et la sédentarité, que j'appelle la tueuse silencieuse, c'est 40 à 50 000 décès par an en France. Pourquoi tueuse? Parce qu'elle tue. Et pourquoi silencieuse? Parce qu'elle tue dans 20 ans. Ce serait formidable, je plaisante en disant ça. Si quelqu'un qui reste assis 10 heures, il se lève, il meurt. Le problème, il est réglé. Hein. Plus personne reste assis 10 heures. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pendant des années qu'on va avoir des maladies qui vont survenir. Et pourtant, le progrès a tout fait pour nous, y compris les escaliers roulants. Et voilà à quoi sert un escalier roulant. Le progrès. Je vous rappelle que cet escalier, il a sûrement été mis, cette photo, elle a sûrement été prise dans une gare, je l'imagine comme ça. Vous voyez pas le bout quand même de la queue, hein, vous voyez, il y a encore du monde derrière. Hein. Et tous ces gens-là, ils ont marché pour se lever sur l'escalier roulant. Ils ont même marché vite pour être vite sur l'escalier roulant. Et après, ils attendent tranquillement. Le pire de tout, c'est que le lendemain, ils arrivent à même escalier et que l'escalier est en panne. Eh bien, ils vont le monter. C'est ça qui est fabuleux. Quand un escalier roulant, les marches, je ne les monte pas. Quand elles ne marchent pas, je les monte. L'esprit humain est quand même drôlement tordu. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi je ne monte pas les marches de l'escalier roulant. Et pourquoi je ne les descends pas. Même l'escalier en descente, roulant en descente. Alors ça me plaît beaucoup, parce que je monte les marches en montant, même quand il y a autant de monde, je peux vous jurer que c'est vrai, puisque ça arrive dans les congrès de cardiologues, hein, c'est pareil. Les cardiologues, ils sont comme ça, hein, ils ne sont pas mieux. Hein. Donc je les écarte, ils me connaissent et ils me laissent passer, parce qu'ils savent que quand je veux passer, je passe. Mais surtout, ce qui me fait surtout plaisir, c'est quand je descends l'escalier. Je suis tout seul. Je suis le Mike Horn de l'escalier roulant. J'ose prendre le risque. Non, mais c'est dramatique. Dramatique. J'ai pas le temps. 2% de ma journée, 30 minutes, et j'ai le temps d'attendre sur 10 escaliers 3 minutes. C'est atterrant. Alors, le seul point positif, c'est qu'au moins, on ne nous emmerde pas dans les escaliers par roulant. Moi qui aime la solitude, je suis servi. Et surtout que, regardez, un très bel article sur 500 000 personnes. Ah, ce n'est pas des petites études sur 3 000 patients. 500 000 personnes. Monter 6 à 10 étages par jour. Je rappelle que 6 à 10 étages, ça fait 3 fois 2 dans la journée. Hein. Parce que les gens se disent, 10 étages dans ma journée? Ben oui, 5 fois 2 ou 10 fois 1. Hein, c'est tout. Eh bien, ça diminue votre risque d'infarctus de 16% sur 13 ans de suivi, 12 ans et demi. Donc, vous voyez, on a toutes les preuves. Eh bien, malgré ça, rien ne passe. Alors après, il faut bien voir les chiffres qui font peur. Là, je rentre dans le dur. Je ne pense pas que beaucoup de gens ici aient entendu les chiffres qui ont été publiés dans le Lancet sur le nombre d'obèses dans le monde. Aujourd'hui, en 2023, dans le monde, il y a à peu près 1 milliard d'obèses. Pas de surpoids, d'obèses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Parce que s'il y a 1 milliard d'obèses, il y en a au moins 3 à 4 de surpoids. Donc, ça, c'est assez extraordinaire. Ce n'est pas compliqué.
En 2050, si rien ne change, 60% des adultes sont obèses et un enfant sur 3 est obèse. Voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Tout le monde regarde ailleurs. Je ne sais pas, moi, vous auriez n'importe quel élément, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée qui peut venir, mais beaucoup moins sur un pesticide, par exemple, qui provoque des trucs comme ça, mais vous en entendez en boucle sur toutes les infos de 24 heures où ils parlent tout le temps. Et ça devrait sortir en boucle. Tous les jours. Rendez-vous compte, 1 milliard d'obèses dans le monde. Un enfant sur 3. C'est ces chiffres-là qu'il faut donner. Il faudrait quand même que ça rentre dans la tête des gens, c'est ce qui est en train de se passer. Un enfant sur 3 qui est en surpoids entre 6 et 11 ans se battra toute sa vie contre... Non, 2 enfants sur 3, il y en a un qui s'en sort. 2 enfants sur 3 se battra toute sa vie contre le surpoids. Il faut faire comprendre aux papas et aux mamans, parce qu'ils adorent leurs enfants. Et peut-être qu'ils leur donneront moins de bonbons et moins de boissons sucrées. Ils feront peut-être attention un petit peu plus à ce qu'ils leur donnent à manger et les feront bouger. Alors les malades chroniques, c'est pareil. Entre 2020 et 2030, l'Organisation mondiale de la santé, en 10 ans, attend 500 milliards de malades chroniques. 500 millions, pas milliards. Quand même, j'exagère. François. 500 millions de malades chroniques de plus dans le monde. Ça va coûter 27 milliards de dollars par an. En France, entre 2020 et 2025, on attend 750 000 à 1 million de malades chroniques de plus. Tous les 5 ans, au minimum, 1 million de malades chroniques de plus. J'avais posé la question au ministre de la Santé qui m'avait dit ça. Qui va soigner et qui va payer? Et là, il a la réponse la plus efficace que je connaisse, il a levé les yeux au ciel. Avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous le dis, j'en suis certain, quand je dis Dieu, nous en sommes certains. On ne pourra pas payer pour tous les malades. Arrivera un jour où un président ou une présidente de la République dira aux Français, mesdames et messieurs, après 65 ans, on ne peut plus vous soigner. Désolé. On ne veut pas nous croire. C'est ça qui est terrible. C'est comme le réchauffement climatique. On ne veut pas le croire. Et pourtant, c'est ça. C'est pas... Toutes les chiffres le montrent. Toutes ces données le montrent. En fait, je vais aller même un peu plus loin pour être plus clair. Pas la génération qui me suit, mais l'autre d'après, je pense sincèrement que parmi les parents, il y en a qui enterreront leurs enfants. Leurs enfants vivront moins longtemps qu'eux. Pas tous, mais beaucoup. J'en suis certain. Quand vous voyez la capacité physique des enfants actuellement, ce n'est pas compliqué. Là, voilà la capacité physique. Entre 1980 et 2010, voilà le capital santé de nos enfants. Aujourd'hui, un enfant de 11 ans en France n'arrive pas à courir aussi vite qu'un homme de 60 à 65 ans actif sur 1 km. Les enfants français actuellement courent à 9,7 km/h. En 1987, ils couraient à 11,2 km/h. À 11 ans. Le taux de cholestérol, le niveau de pression artérielle, le taux de sucre dans le sang des collégiens actuels est plus élevé que celui des collégiens d'il y a 15 ans. Résultat, la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, on le faisait à 45 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est à 30 ans. Alors oui, il y a le cannabis. Tiens, à ce propos, vous savez, ceux qui pensent que le cannabis, que c'est pas grave, on a eu, il y a 8 jours, un gamin de 17 ans, infarctus du myocarde sur cannabis. Juste pour dire que ceux qui nous font croire qu'il n'y a pas de risque avec le cannabis, il faudrait bien qu'ils viennent dans les hôpitaux voir ce qui se passe actuellement. Alors, je ne vous parle pas de la cocaïne, mais avec le cannabis, déjà, c'est pas mal. Eh bien, vous voyez, le diabète de type 2 qui ne faisait qu'augmenter, vous voyez, ils sont arrêtés en 2012, ils n'osent plus donner les chiffres maintenant. Les filles, c'est en rouge, les garçons, c'est en vert. Bah, le diabète de type 2, c'était une maladie de l'homme de 50 ans. Hein. Nous, on a des diabétiques de type 2 de 14 ans maintenant. On a des dépressions de 11 ans, diabète de type 2 de 14 ans. Nos enfants ont des maladies de vieux. C'est tout. On va appeler un chat, un chat. Alors, c'est pour ça que je me permets de dire, parce que je n'en ai aucun doute, que les collégiens de 15 ans préparent leur infarctus à 30 ans. 15 ans d'exposition, vous avez le résultat. Alors, activité physique rime avec mathématiques. Les gens qui me connaissent savent que l'éducation nationale ne sont pas mes meilleurs copains. Eh bien, effectivement, parce que vous avez peut-être entendu parler du classement Teams, où il y a un classement en CM1 de mathématiques et puis aussi en 4e.
Donc, on fait un classement, on donne les mêmes questionnaires à tous les enfants d'Europe. Et là, la France est très contente parce qu'elle en avait assez, elle était toujours avant-dernière. Et elle est dernière. Donc, elle a progressé, c'est la première fois. Mais c'est amusant parce que quand on va regarder le classement que vous voyez là, personne n'a dit que la Belgique, pour la première fois, a séparé Wallonie et Flandre. Pourquoi c'est amusant? Parce que qui est-ce qui est avant-dernier? Ben, la Wallonie, qui a le même système d'éducation que la France. Alors que les Flandres, c'est comme le Danemark, l'Allemagne, la Finlande. Vous montrez ça à l'éducation nationale, ils ne croient pas. Non, non, on va mettre 1 heure de maths en plus. J'ai dit, c'est bien, comme ça, ils auront 1 heure de maths en plus. Ils seront toujours 1 heure de plus sédentaires. Comme ça, ce sera parfait. Alors que regardez ici cette superbe étude sur des gamins qui sont en primaire. Alors, on leur fait des IRM fonctionnels, c'est-à-dire que vous voyez le cerveau, selon la couleur que vous voyez, le neurone est plus ou moins actif, donc éveillé. Ça, c'est l'enfant qui vient à l'école en primaire, comme 85% des enfants français, c'est-à-dire qu'on le dépose devant la cour de l'école quand ça sonne le matin. Ce gamin-là, qu'est-ce qu'il fait? Il marche vite pour aller s'asseoir à sa table, il s'assied. Depuis la veille, il a fait 50 pas, depuis 19 heures. Ses pas, ça a été de descendre, d'aller de sa chambre à la cuisine, retourner à sa salle de bain, monter dans la voiture et marcher jusqu'à sa place. C'est tout ce qu'il a fait. Et là, la professeure trouve devant elle un enfant calme, comme elle les adore. Et elle lui fait le cours. Et il retient rien, car il dort. Son cerveau dort. Il n'est pas débile. Il ne peut rien retenir. Le même enfant qui marche 20 minutes, regardez son cerveau, ce qui est rouge, c'est zone de la mémoire qui est hyper fonctionnelle. Il est calme, il a marché, et on va lui expliquer et il va tout comprendre. Donc ça, c'est prouvé. C'est d'ailleurs un conseil que je vous donne. Le jour où vous avez une réunion importante, n'oubliez pas une chose, marchez avant la réunion. Parce qu'autrement, celui qui va mener toute la réunion, c'est celui qui aura marché, qui sera venu en vélo. Parce que lui, il est bien réveillé. D'ailleurs, quand on arrive au boulot le matin, la plupart des gens, comme ça commence par quoi? Ah, un petit café pour se réveiller et on attaque la journée. Celui-là, vous pouvez être sûr qu'il est venu en voiture, qu'il a mis sa voiture dans le bureau. À peu près. Alors, nos ados, je reviens à ma petite photo de tout à l'heure, ils ont 3 frères. Flemme, donc ça vous montre bien que ça ne repose absolument pas d'être assis ou couché toute la journée. La preuve, ils sont fatigués. 2, je m'ennuie. Et 3, je déprime. Alors, je dis ça pour rigoler, parce qu'en fait, c'est catastrophique, ça. Ça veut dire qu'ils vont pas bien, nos gamins. Et ils nous le disent. Ils n'ont pas compris, en réalité. Ils n'ont pas compris qu'il suffirait qu'ils se mettent debout et qu'ils bougent pour qu'ils soient plus fatigués, qu'ils s'ennuient plus et qu'ils dépriment plus. Mais moi, je ne leur jette pas la pierre parce que je ne sais pas comment je serais si j'étais ado aujourd'hui. Je n'étais pas un ado modèle quand j'avais 16 ans, je me rappelle très bien comment j'étais. Donc aujourd'hui, si j'ai autour de moi mon père, ma mère qui passent son temps à regarder les écrans à droite, à gauche, etc., et qui sont assis toute la journée dans le canapé, ben, je serai comme les autres ados. Il n'y a pas de secret pour ça. Donc, les parents, on fait quoi? On continue comme ça? Ta mère et moi, on trouve que tu passes trop de temps devant ton écran, en étant nous-mêmes devant nos écrans. On continue à dire, dis donc, hey, t'es bien énervé là, tu m'énerves, allez, va dehors, va jouer, il fait beau. Ça marche pas, ça. Pas si je suis en train de regarder mon portable ou si je suis en train de regarder le match de foot à la télé. Ça marche. Ce qui marche avec le gamin, c'est de lui dire, ouais, dis donc, hey, t'as l'air d'avoir du punch, là, ça va bien, il fait beau dehors, viens, allez, on va jouer au foot dehors. Là, ça change tout. Mais ça veut dire qu'on s'occupe de notre enfant. J'ai dit du mal de l'éducation nationale, je vais en dire du bien, tel que c'est parti. Vous savez qui est-ce qui va apprendre aux enfants à faire leurs souliers, leurs lacets? Ça va être l'éducation nationale. Parce que les enfants apprennent à faire du vélo à l'école aujourd'hui. Alors peut-être pas dans les endroits privilégiés, dont chez moi par exemple, mes 8 petits-enfants, ils ont tous appris à faire du vélo très tôt. Mais l'école, il y a apprendre le vélo. C'est dans le programme. Parce que personne ne leur apprend à faire du vélo. Sur 6 enfants qui vont dans un collège, à 11 ans, il y en a 4 qui ne sont pas capables de sauter 4 fois sur le même pied. Voilà où nous en sommes. Ça vous montre la problématique.
Alors, avant de vous démoraliser complètement, la seule chose que vous avez à retenir de ce que je vous ai dit, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, c'est que rappelez-vous de cette phrase que je trouve extraordinaire. En plus, j'ai honte, je n'y avais jamais pensé. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Alors, soit vous en prenez soin et vous allez vivre dans un endroit paradisiaque, soit vous n'en prenez pas soin, vous allez vivre dans un endroit pourri parce qu'un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus faire ce que vous avez envie de faire comme vous avez dans le temps que vous voulez faire. Ça, c'est la maladie chronique. J'ai rien, on me découvre un diabète, je prends un comprimé au minimum tous les jours, hein, et puis après, il faut que je fasse attention, et je mets du temps à m'habiller parce que j'ai mal, etc. Ça, c'est mon corps si jamais j'en prends pas soin. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Mais bon, j'ai bon espoir que vous ayez déjà fait le bon choix, mais au moins mon message, faites-le passer aux gens que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Je vous remercie beaucoup. Merci François, c'est toujours très intéressant et je trouve qu'on est toujours un peu coincé entre la peur, on se dit c'est pas moi, enfin voilà, et ça nous arrive pas qu'à nous entre guillemets. Et c'est vrai que on voit quand même dans les maladies chroniques, et tu sais bien qu'à Saint-Élie on en a beaucoup, finalement des médecins qui ont dit ne bougez pas, voilà, et on s'est aperçu, bah, tu te rappelles, avec Pierre Roche-Congar et d'autres, il y a une vingtaine, 25 ans, on avait justement essayé de faire rebouger, voilà. Il a fallu tout un temps pour oser reprendre, voilà, et oser bouger un petit peu ces lignes, et voilà. Et tu l'as dit, finalement, c'est pas si facile que ça de changer ces modèles. Ah non. Et finalement, dans vos réflexions, qu'est-ce qui pourrait essayer de bouger ces modèles? C'est compliqué. Je pense que il peut y avoir une volonté réelle. La volonté, elle vient d'en haut. J'ai toujours cette habitude de prendre l'exemple du président de la République qui a dit il y a 15 000 morts sur les routes, j'en veux 3 000, on y est arrivé aux 3 000. Alors parmi vous, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'ai connu l'arrivée de la ceinture de sécurité. Je ne vous dis pas la bagarre qu'il y a eu pour la ceinture de sécurité. Je me suis engueulé avec mon beau-père combien de fois parce qu'il disait qu'il allait mourir brûlé dans la voiture. Alors, et il en était persuadé. Euh, donc, on peut. Il n'y avait pas de barrière sur les routes à 4 voies. Il y avait 2 voies et 2 voies. Il n'y avait pas de barrière entre les deux. Voilà, tout ça, on l'a connu. Mais il y a eu une volonté. Et là, j'ai entendu personne dire, mais ça coûte de l'argent. Parce que là, c'est toujours ce qu'on me dit, ça coûte de l'argent, monsieur Carré. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut. Et moi, j'attends l'homme et la femme politique, ou la femme politique qui va dire, j'en ai marre que nos enfants, ou je ne veux plus que nos enfants aient des maladies de vieux. On peut le dire. Et on peut prendre des décisions. Alors, il faut avoir du courage. Les décisions, c'est déjà dire, bon ben voilà, toutes les boissons sucrées, je les augmente de temps. Monsieur McDonald, monsieur Burger King, etc., vous voulez faire de la pub à la télé, pas de problème. Vous faites tout ce que vous voulez. Par contre, c'est 5% de votre budget pour la prévention. Vous voulez pas de télé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? La Ligue 1 de football s'acoquine avec McDonald's. Quel message pire peut-on donner? Nos enfants, nos petits qui vont voir les footballeurs, ils ne voient que McDonald's pendant tout le match. Et après, je vais leur dire, nous, on ne va pas manger chez McDo. Donc, c'est un problème de volonté. Cette volonté, on l'a pas. L'éducation nationale a qu'à dire demain, à partir de demain, l'entrée, c'est à 8h30, de 8h30 à 9h, c'est éducation physique du lundi au vendredi pour toutes les classes, depuis la primaire jusqu'au baccalauréat. Et c'est pas autrement, c'est tout. Alors là, juste pour finir sur ce point-là, rendez-vous compte d'une chose, Rennes, où j'apprends un jour, je ne suis pas rennais, hein, j'y suis depuis 1986, mais je ne suis pas rennais, et j'apprends un jour qu'il y a la rue des écoles. C'est quoi la rue des écoles? La rue des écoles, c'est les rues où, au moment de l'entrée à l'école le matin ou à la sortie le soir, on met des barrières pour pas que les voitures rentrent. Je me dis, c'est formidable. Mais pourquoi n'en mettez-vous pas pour toutes les écoles primaires? J'ai demandé à la municipalité. Ah ben non, monsieur Carré, ces barrières-là, on les met parce qu'il y a des embouteillages. Ah, j'ai dit non, ah bon, pardon, c'est pour les conducteurs, quoi, en fin de compte.
C'est pas pour les élèves. Ah, je m'étais trompé, je pensais que c'était pour les enfants. Ah non, 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 pas du tout, c'est pour les conducteurs. Et vous vous rendez compte si on met ça partout? Et qui est-ce qui va nous élire, monsieur Carré, si on interdit les voitures de rouler devant les écoles? Et voilà. On peut faire des choses, mais il faut avoir le courage de dire, à partir de maintenant, il y a des barrières. Ils n'ont qu'à s'entendre, qu'ils soient de droite, de gauche, du haut, du bas, du milieu, tout ce qu'ils voulaient. Devant les écoles, on va mettre des barrières parce qu'au moins, tous les matins, vous marcherez avec vos enfants et tous les soirs aussi. En plus, ça vous fera du bien, vous aussi, parce que vous ne bougez pas, au papa et à la maman. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Mais non, on n'est pas capable de faire ces choses-là. Pourtant, quand on nous met des ralentisseurs et des chicanes, on ne nous demande pas notre avis. Hein. Comme quoi, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Après, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse passer ce message vraiment au niveau des parents et surtout des enfants. Alors, plus ça va, plus on a d'échecs, plus on se rend compte que c'est ce que la solution, ce serait ce qu'essayent de mettre en place les Canadiens, la littératie physique, c'est-à-dire de faire comprendre combien l'activité physique, ce que c'est déjà, et tout ce que ça peut faire. Et je suis très ennuyé parce qu'on a beau me dire tout ce qu'on veut, en primaire, vous avez une formation sur l'alimentation, alors peut-être qu'on parle un peu de l'activité physique, une formation sur le genre. J'ai rien contre la formation sur le genre, je vous assure. Mais pas un mot sur l'activité physique, c'est pas raisonnable quand même. C'est pas raisonnable. Qu'est-ce qui est le plus important? Il faudrait peut-être qu'on me le dise quand même. Il faut appeler un chat quand même. Il faut arrêter de raconter des histoires. Il faut dire aux enfants leur expliquer pourquoi on ne regarde pas la télévision. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas que la télévision est pas bien, c'est simplement que de la regarder trop tôt, eh bien ça se passe pas bien. Hein, si vous n'allumez pas la télé, moi je le vois avec mes petits, eh bien il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de télé. C'est tout. Hein. Mais il faut tout changer. Oui, je voulais juste, vous prescrivez de l'activité physique. C'est vrai que nous, on n'a eu aucun cours dans nos études. Est-ce que vous croyez là que c'est un peu mieux sur l'enseignement des études médicales, sur cette prescription d'activité physique, sans compter que nous, on a un obstacle majeur parce qu'on a nos patients qui sont avec un handicap et que se rendre à l'activité physique, c'est déjà parfois se rendre chez le médecin, c'est compliqué. Mais alors se rendre à l'activité physique sans compter tous ces établissements où il n'y a pas de professionnels qui sont engagés là-dedans, quoi. Alors, je vais revenir juste après sur pour les médecins. Mais ce que vous venez de dire est très important. Le collectif pour une France en forme se bat pour qu'il y ait un délégué interministériel du sport santé. C'est-à-dire qu'il va parler au ministère des Sports, au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale, au ministère du Travail, au ministère de l'Enseignement, au ministère de l'Urbanisme, au ministère de l'Environnement. C'est inacceptable qu'un handicapé n'ait pas de facilité pour se rendre dans les endroits pour faire du sport. C'est inacceptable. Dans un pays où il y a Monterrey marqué égalité sur le fronton des mairies, je suis désolé, ce mot égalité, il n'est pas vrai. C'est tout. Il faut le dire. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, non. Ce qui a été mis en place par une loi, ça s'appelle le service sanitaire. C'est-à-dire que dans les études de médecine, il faut que tout le monde se forme, c'est en 2e et 3e année, si ma mémoire est bonne, peut-être plutôt 3e année, à la prévention. Mais ça, c'est en plus des cours, et c'est donc le soir. Et c'est officiellement obligatoire. Enfin bon. Et donc, vous avez l'activité physique. Moi, j'ai fait pas mal de cours. Oui, j'ai dû en faire pendant 4 ans parce que ça doit faire 7 ans ou 8 ans que ça existe. Il y a les vaccinations, les maladies infectieuses, les maladies sexuellement transmissibles, le tabac, l'addiction, les écrans, etc. Tout ça, ça se fait. Mais c'est un one-shot. C'est-à-dire que pendant leurs études de médecine, sur 10 ans d'études de médecine, ils vont avoir, je ne vous dis pas de bêtises, en tout cas sur l'activité physique, c'était 2 fois 3 heures, 6 heures. Et on pense vraiment que c'est à ça qu'ils vont penser en premier à prescrire l'activité physique. On se moque du monde. On se moque du monde. Hein, je suis désolé. Donc, et même encore pour aller plus loin, je n'ai rien à vous cacher, le jour où le doyen a annoncé ça pour la première fois, on était tous les PUPH, donc les professeurs, les responsables de l'enseignement, il y en a qui ont levé la main en disant « c'est quand même pas à nous de faire la prévention ». Je leur ai dit « mais si c'est pas à nous, c'est à qui ?» C'est à qui? Je leur dis, mais vous savez, vous n'avez toujours pas compris que la seule solution de s'en sortir, c'est qu'il y ait moins de malades et que pour qu'il y ait moins de malades, c'est la prévention. Il n'y en a pas 2 solutions. On ne s'en sortira pas.
on aura toujours plus de malades si on continue à vivre comme on vit, c'est tout. Et donc, malheureusement, c'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas eu. Alors moi, la prescription de l'activité physique, comme je vous l'ai dit, j'ai tout pris, moi, dans des articles ailleurs et tout, parce que moi, j'y crois depuis toujours. Et c'est évident pour moi, et je vois tous les bienfaits sur mes malades. Donc, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais pour l'instant, non. On se bat au niveau de l'enseignement supérieur pour qu'il y ait anatomie, physiologie, prévention. Les 3 piliers de la médecine. Prévention, oh, Monsieur Carré, mais attendez, prévention, vous n'y pensez pas. Je dis, de toute façon, quand vous ne pourrez plus soigner les malades, là, vous allez vous dire qu'il va falloir faire quelque chose et vous mettrez la prévention dans les études, c'est tout. Il y a des pays qui le font, hein, il y a des pays qui le font. Au Danemark, 100 patients vont voir un médecin, 49 sortent avec un médicament. En France, 100 patients vont voir un médecin, 84 sortent avec un médicament. Alors, c'est peut-être plus tout à fait vrai parce que l'article datait de 2015, donc peut-être que maintenant, il y en a 82 en France qui sortent avec un médicament. Vous avez 15 symptômes en France, vous avez 15 médicaments. Alors, il faut savoir que l'Europe du Nord a les mêmes problèmes que nous. La différence, c'est qu'ils prennent des solutions. Il y a 2 pays qui ont pris des solutions. D'abord, l'Europe du Nord, par exemple en Finlande, ils se sont rendus compte, en France, actuellement, sur 1 heure d'activité physique par jour à faire, il y a 87% des enfants qui ne la font pas en 2020. C'est-à-dire que sur 100 enfants, il y en a 87 qui ne font pas 1 heure d'activité physique par jour en France. En Suède, ils étaient arrivés, je crois, à 30% qui les faisaient, donc 70% qui ne les faisaient pas. Et en 6 ans, ils sont passés à 48% qui en font. Ils ont gagné 18% en 6 ans. Mais ils ont mis le paquet pour tout faire pour que les gamins aillent faire de l'activité physique. Mais ce n'est pas du sport. En plus, vous avez remarqué que je ne vous ai jamais pris le sport. C'est simplement que le gamin, il aille se balader, il aille courir, qu'il apprenne à monter les escaliers, toutes ces choses-là. Et donc, ils ont mis ça en place. En Finlande, ils ont mis les écoles de gigotage. L'école de gigotage, c'est très bien. Quand un professeur trouve que ses élèves en primaire sont un peu énervés, elle tape dans ses mains, le gamin se lève, ils peuvent courir dans la salle, monter sur les tables, chanter et tout. Elle retape dans ses mains, ça dure 2 minutes, il s'asseye et c'est bon. En France, on a essayé. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on a essayé, et je vous jure que c'est vrai, c'est une prof d'école qui m'a dit j'ai essayé, monsieur Carré, mais moi, au bout d'1 minute, ils sont tous assis parce qu'ils sont trop fatigués, nos gamins. Et voilà, donc c'est vrai, mais regardez-les. Hein. Juste une petite anecdote. Il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, j'ai 100 étudiants avec moi. On doit monter au 3e étage à l'amphi. Sur les 100, il y en a 3 qui sont arrivés avec moi. Et je vous promets que je ne suis pas monté vite. 97 se sont arrêtés. Qui est-ce qui est normal selon vous? Ce n'est pas nous, c'est eux. Donc, comment je vais faire comprendre à ces 97 étudiants qui ont entre 20 et 21 ans, 22 ans, que c'est eux qui sont en mauvaise santé? Ils vont dire, mais non, monsieur Carré, arrêtez, vous êtes exceptionnel. Non, c'est vous qui êtes malade. Et ça, ils ne vont pas me croire. Quand vous allez avoir 50% des Français en surpoids, ou 51, je vais dire à quelqu'un, mais vous vous rendez pas compte? Ils vont me regarder, mais monsieur Carré, regardez. Tout le monde est comme moi. C'est normal. Et c'est ça qui va arriver. Et là, on n'a plus rien à faire. C'est fini, on pourra arriver à rien. Parce qu'ils n'accepteront jamais que ce n'est pas normal, puisque tout le monde est comme ça. Et c'est ça qui est dramatique. C'est la même chose pour toutes les drogues et toutes ces choses-là. C'est ça dont on ne se rend pas compte. Le jour où il y aura plus de drogués que de pas de drogués, ben, on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Mais pour reprendre à votre... Et le deuxième exemple, c'est la Slovénie. La Slovénie que Stéphane Diagana avait repris à la télévision, il l'avait dit. Alors, la Slovénie, ils mesurent la capacité physique de leurs enfants chaque année. Et puis, ils ont vu que quand Internet est arrivé, en 90 à peu près, la capacité physique a baissé. Et quand le portable est arrivé, elle s'est effondrée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 heures d'éducation physique en plus à chaque année. Et ils ont monté la capacité physique. Nous, on a fait une étude qui s'appelle Inverser les courbes. On a montré qu'en 8 séances de 10 minutes, on rattrape 40% du retard. Donc, c'est très facile. Mais il faut dire, on met l'éducation physique avec tel type d'entraînement. C'est possible. Mais il faut avoir du courage. Et franchement, dans notre société actuelle, nous manquons beaucoup de courage. Dans plein de choses, mais beaucoup de courage, en particulier pour prendre des décisions désagréables. Oui, c'est désagréable. Et alors?
Bonsoir, monsieur. Alors, moi, je voudrais poser une question sur l'activité physique et la douleur. Parce qu'on a souvent, nous, des patients chroniques qui sont très douloureux. Et quand tu leur recommandes de bouger, ils se plaignent de douleur. Est-ce que vous avez une expérience à ce sujet? Et concernant l'exercice de montée de 6 à 10 étages par jour, on a aussi des patients souvent qui ont des problèmes arthrosiques, c'est-à-dire avec un cartilage qui n'est plus très épais. Et quand tu leur demandes quand même de bouger, surtout au niveau de la montée, descente des escaliers, dans les syndromes aussi fémoro-patelés, ils se plaignent de douleur. Est-ce que vous avez une expérience et qu'est-ce que vous pouvez me partager à propos de ces cas-là? Merci. Le meilleur traitement de la douleur chronique, c'est l'activité physique. Il n'y en a pas deux. Le meilleur traitement, c'est l'activité physique. Par contre, entendons-nous bien, un traitement, c'est pas simplement dire faut que vous fassiez l'activité physique. Il faut faire une ordonnance et le patient va être pris en charge par des enseignants d'activité physique adaptée qui savent très bien et leur faire. Toutes les études montrent que le traitement le plus efficace de la fibromyalgie, c'est l'activité physique. Alors, entendons-nous bien, votre patient, il a mal, vous allez lui faire, comme vous faites sûrement l'échelle visuelle analogique, de 0 à 10, vous avez mal où? 8. C'est très bien. 8, je comprends que votre vie soit vraiment pourrie, parce que vous avez mal, très mal tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous faire de l'activité physique par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, celle qui va vous faire du bien, et on va passer de 8 à 6, puis de 6 à 4. Et toutes les études sur la fibromyalgie nous montrent qu'on ne descend pas à 0 de douleur, on descend à 4. Et vous vous rendez compte, pour ma qualité de vie, si quand j'ai mal au niveau de 4 au lieu de 8, ça change tout. Le liquide articulaire, toutes les études montrent que les gens qui ont de l'arthrose, qui font de la marche, ont une qualité de liquide articulaire meilleure que ceux qui n'ont pas d'arthrose. Je ne vous parle pas forcément des gens à qui il faut faire une prothèse de genou. Mais là, c'est pareil. Peut-être qu'effectivement, faire descendre les escaliers quand on a un cartilage très abîmé au niveau de la rotule et au niveau du fémur et du tibia, du plateau tibial, c'est pas la meilleure chose à faire. On va leur faire autre chose, peut-être dans l'eau. On peut commencer à les faire marcher dans l'eau, qui soulage dans une eau un peu chaude. Vous voyez, on peut toujours, mais c'est formellement prouvé. Je vous rappelle que le seul traitement de la fatigue des patients qui ont des cancers, c'est l'activité physique. Il n'y en a pas deux. Et les patients me le disent très bien, ils me disent, oui, faire de l'activité physique, c'est fatigant, mais c'est une bonne fatigue. La chimiothérapie, c'est une mauvaise fatigue. Donc, il va falloir passer là-dessus, vous voyez. Oui, ça va être un petit peu douloureux, mais ne vous inquiétez pas. Et puis, peut-être qu'au début, l'enseignant d'activité physique adaptée va d'abord beaucoup parler avec la personne, lui faire 3 minutes d'activité. Et la prochaine fois, ce sera 4 minutes, puis 5. Mais si je lui dis tout de suite, c'est 30 minutes, c'est fini. Mais je peux vous assurer que ça marche. Il reste une ou deux questions et François va répondre rapidement. Le message est passé. Non, non, non. Le vélo assistance électrique, c'est une très bonne révolution. Très, très bonne révolution. Et c'est du vélo. Hein. Contrairement aux gens qui disent que c'est pas du vélo, si, c'est du vélo, parce que c'est pas une mobilette. La trottinette électrique, c'est nul, parce que ça apporte rien. Le vélo assistance électrique, c'est très bien. Il y a des tas de cardiaques qui ne pouvaient pas faire du vélo parce qu'ils sortaient de chez eux, ils avaient une côte comme ça, donc ils ne pouvaient pas la monter. Alors, la monter à pied et tout, c'était dur. Donc, non, le vélo assistance électrique, c'est très bien. Il y a plus de gens qui font du vélo grâce au vélo assistance électrique. Ça, c'est prouvé. Et ça a prouvé que ça diminue la pression artérielle et tout. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Oui, le vélo mécanique est mieux, mais si je ne peux pas le faire ou si je n'ai pas envie, ce n'est pas un problème. J'arrive au boulot, je suis trempé de sueur, je n'ai pas de douche. En vélo assistance électrique, je ne le suis pas, je vais en vélo, c'est déjà pas mal. J'ai 30 bornes à faire, c'est plus facile en assistance électrique que dans l'autre. Donc non, ça c'est quelque chose qui marche, et qui est vraiment prouvé et que je crois qu'il faut vraiment encourager. Et surtout, ne pas dire à quelqu'un que le vélo assistance électrique, c'est pas du vélo. La personne, alors pour revenir à votre passage, il n'y a pas beaucoup de gens du vélo mécanique qui sont passés à l'assistance, en réalité, sauf pathologie. Mais la plupart se sont mis tout de suite au vélo assistance électrique. Antoine?
Alors, je suis pour le remboursement de l'activité physique pour la sécurité sociale en prévention secondaire et tertiaire, pas en prévention primaire. Je considère qu'en prévention primaire, il n'y a pas besoin de rembourser l'activité physique aux personnes qui veulent en faire. En prévention secondaire et tertiaire, oui, qui sont malades, je leur donne une thérapeutique. Rappelez-vous que l'activité physique adaptée, c'est une thérapeutique, ce n'est pas les 30 minutes. Je dois faire mes 30 minutes par jour et en plus, je fais l'activité physique adaptée. J'ai donc un traitement. Donc, pour moi, c'est normal qu'il soit remboursé. Et puis, il n'y a pas de problème. Il y a une étude très bien qui vient de se finir, et je finis là-dessus. Si vous faites faire de l'activité physique adaptée à des patients qui sortent de réadaptation cardiovasculaire, contrairement à ceux qui n'en font pas, ils en font pendant 6 mois. Après, ils continuent tout seuls. Au bout d'un an, il y en a 85% qui continuent tout seuls. Au bout de 2 ans, il y en a 80% qui continuent tout seuls. Et ils économisent 3 200 € par patient par an de réhospitalisation et de traitement. Donc, ce n'est pas ce qu'on va rembourser au début qui va coûter cher. Merci beaucoup, professeur Carré, pour cette conférence.